Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue. L'actualité économique de cette fin de semaine. Alors j'ai pas mal de sujets, en fait des sujets lourds, la flexibilité et son efficacité. Je me suis posé la question, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des preuves tangibles qui permettent de garantir que des accords de compétitivité auront des effets vertueux en termes de business et en termes d'emploi. Des questions aussi sur les 75%. On a vécu encore un grand flou politique hier autour de cette fameuse taxe. L'épargne longue en question, l'assurance vie a connu sa première collecte négative en 2012 avec 3,4 milliards négatifs si vous voulez. Donc les Français ont plus retiré d'argent qu'ils n'en ont déposé et c'est un phénomène rarissime. Généralement on est plutôt sur des collectes qui sont de plusieurs dizaines de milliards d'euros. On était à 54 milliards d'euros en 2007 tout de même. Et puis également des questions autour du référendum britannique. C'est quand même l'une des grandes informations de la semaine et de la décision de la Banque du Japon de laisser filer un peu plus d'inflation, de conserver ses taux à zéro et de se lancer dans des achats d'actifs illimités à des niveaux totalement records à compter de 2014. Voilà, ça fait pas mal de grosses questions qui vont être débattues entre Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour. Il est directeur général de CEGI, l'éditeur français de logiciels de gestion. David Tesmar, bonjour. Bonjour. Professeur de finance à HEC. Et Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire et auteur de Les faits sont têtus, dernier opus, aux éditions Les Arènes. C'est la suite de Tirons les leçons de la crise. Oui, exactement. Exactement. Bon. Et revient sur les 40 dernières années, les choix stratégiques, à mon sens, erronés qui ont été faits, qui continuent d'être faits. Donc, en effet, on a des difficultés à sortir de la crise. Et vous êtes également animateur du blog les-crise.fr et président de Diacrisis, association de recherche et d'information du public sur la crise. David Tesmar, qui est le macroéconomiste de service aujourd'hui, existe-t-il dans la littérature académique des éléments que l'on peut donner aux gens qui nous écoutent, peut-être même des gens de chez Renault qui sont en train de se demander s'il va falloir accepter ou pas un accord de flexibilité, des éléments tangibles, de preuves, mais du terrain, hein, pas de la matière grise d'économistes, qui permettent de dire que oui, si on aboutit à un accord de flexibilité, comme ce qu'a fait par exemple Plastic Omnium tout récemment, en gelant les salaires en 2013, en rognant sur des RTT, on arrive à relancer la machine, on arrive à relancer l'activité, et que dans la mesure où il y a une promesse de retour à meilleure fortune, c'est dans l'intérêt des salariés, oui. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que finalement on n'en est pas capable ? Non, je crois qu'on approchez le micro, David. Approchez le micro. On a tous cette intuition que, effectivement, si les contrats de travail sont plus flexibles, c'est plus encourageant pour les employeurs d'embaucher, évidemment. Mais ensuite, après, sur ce qui est les manifestations empiriques, enfin ce qu'on voit en vrai dans les données. Bon, là, c'est un métier d'économiste du travail. Là, par exemple, vous devriez en parler à Pierre Cahuc ou à Francis Cramard, qui viennent parfois sur cette antenne. Gilles Berset aussi, qui est très compétent sur le sujet. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est assez difficile d'évaluer les mesures de flexibilité, parce qu'en gros, sur quoi c'est basé ? C'est basé sur des comparaisons entre des pays qui sont très différents. Donc, on va dire, en Angleterre, il y a moins de chômage et les contrats de travail sont plus flexibles. Aux États-Unis, il y a des États où la jurisprudence en faveur dans le droit du travail a évolué différemment des autres. Et là, on observe qu'évidemment, ça a un impact léger sur l'emploi ou sur le chômage. Ceci dit, je crois que ça reste encore assez ouvert. Mais je crois qu'en France, la vraie question sur la flexibilité, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait de la flexibilité si on veut en faire. C'est-à-dire que il y a eu à plusieurs reprises des tentatives de flexibilisation du marché du travail qui régulièrement, depuis les 30 dernières années, sont défaites par les cours de justice, soit au niveau des tribunaux prud'homaux, soit dans les cours d'appel et en cours de cassation. Donc il y a une étude récente de Pierre Cahuc. Ce que vous voulez dire, David Tesmar, c'est que, on reviendra sur Pierre Cahuc, les tribunaux prud'homaux, la cour d'appel ou la cour de cassation ont un prisme un peu idéologique dans leur lecture et dans leur appréciation et dans leur application du droit du travail. Ça a été établi par Pierre Cahuc. Il a fait un sondage, il a demandé aux magistrats s'ils croyaient à l'économie de marché. Ils y croient beaucoup moins que la moyenne des Français et même que la moyenne des fonctionnaires. Donc vous avez un biais très très fort en défaveur de l'employeur ex post, une fois que la destruction de l'emploi doit arriver, en particulier parce que les juges se mêlent de savoir en fait si un licenciement peut être économique ou pas. C'est-à-dire que le juge définit mieux que l'employeur si effectivement le licenciement peut fonctionner ou pas. Mais c'est d'ailleurs ce qui avait provoqué l'arrêt des autorisations préalables de licenciement. On s'était rendu compte que la compétence effectivement de la justice prud'homale pour juger ou pas du caractère économique du licenciement était quand même très limitée. Oui, allez-y. Ce qui est bizarre, c'est de mettre l'État à la place. Enfin, en un sens, c'est quand même un pays très très bizarre. Et on pourrait compléter en Patrick Bertrand. Il y a souvent des décisions qui sont des décisions d'espèce, c'est-à-dire sur un cas particulier de la chambre sociale de la Cour de cassation, et qui derrière génèrent
génère la remise en cause rétroactive d'une règle. Donc on a un double sujet, c'est effectivement oui, c'est le caractère jurisprudentiel des décisions de Cour de cassation. Deuxième élément, le caractère jurisprudentiel qui crée une situation où l'entreprise a organisé son système de relations avec ses collaborateurs sur le prisme qui résultait de la loi ou du règlement, et tout est mis par terre par une décision d'espèce qui est ensuite transposée et qui amène l'entreprise à revoir les choses différemment. Sur la question que vous évoquiez, Nicolas, moi je l'inverserais peut-être un petit peu en disant, mais au fond, est-ce qu'il y a des preuves que la surprotection, c'est la non-flexibilité d'un marché du travail, améliore le taux de chômage? C'est ça le sujet. On se pose systématiquement les choses à l'envers en disant, mais écoutez, vous voulez plus de flexibilité, démontrez que la flexibilité va améliorer le fonctionnement du monde de l'emploi. Mais la réalité, c'est qu'à l'évidence, on est dans un système qui est extrêmement rigide et que la surprotection, il n'est pas démontré que la surprotection permet de maintenir un niveau de chômage moins élevé par rapport à d'autres pays. Et je crois que c'est ça le sujet. Bon. Et je voudrais rajouter aussi un autre point, c'est que lorsqu'on évoque flexibilité, il y a beaucoup d'approches qui sont... flexibilité, c'est... on crée des emplois ou on diminue le nombre d'emplois en fonction du taux d'activité. Mais la flexibilité, c'est aussi plein d'autres choses. La flexibilité, par exemple, en termes de mobilité. Je vous prends un exemple que vous avez tous en tête, enfin, en tout cas sur d'autres situations. Vous voulez modifier votre organisation géographique. Vous voulez transférer du personnel d'un site à un autre, et je ne parle pas de 300 ou 400 km, de 20 ou 25 km. Là, on revient aux décisions jurisprudentielles. C'est considéré comme horrible. C'est-à-dire que vous devez mettre en place un dispositif qui est presque un PSE si les personnes en question ne veulent pas se déplacer de 20 ou 25 km, alors même que vous mettez en place un dispositif d'accompagnement pour permettre de passer cette phase, qui est une phase évidemment de changement pour les collaborateurs. Donc flexibilité, c'est pas simplement une logique quantitative, c'est aussi à l'intérieur du dispositif de l'entreprise, comment adapter la logique d'emploi par rapport à la logique de business. Et là, je voudrais dire, vous évoquez le sujet de Place Econome, effectivement un sujet très intéressant. Qu'est-ce que ça démontre au-delà du cas d'espèce? Ça démontre que parfois, bien, quand on laisse les entreprises et tenter de développer un dialogue social de qualité, même si chacun, employeur et représentant des employés, ont un certain nombre d'intérêts à défendre. Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut développer des logiques d'espèces qui, finalement, n'ont pas besoin de reposer sur des grands accords ou des législations qui vont dans tous les sens. Et donc, je pense que ce cas-là, et bien d'autres, démontrent qu'il faudrait peut-être qu'on soit dans un dispositif où, lorsqu'il est acquis que des partenaires sociaux responsables et représentatifs à l'intérieur d'entreprise ont passé un accord, eh bien, quel que soit cet accord, s'il convient aux acteurs, eh bien, il est valide. Bon, ça signifie que la loi doit s'en tenir à rédiger un grand principe cadre qui consiste général, à donner la priorité à l'accord d'entreprise majoritaire. Et par contre, effectivement, il y a des entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel, donc il faut fixer un certain nombre de règles pour encadrer le dispositif, mais lorsqu'il y a des partenaires sociaux qui sont reconnus comme représentatifs, eh bien, il faut considérer qu'ils ont valeur de loi. Bon, Olivier Burrier, votre proposition sur ce grand débat, puisque là maintenant on nous parle de chantage entre la direction de Renault et les syndicats. Alors est-ce qu'en fait le mot chantage c'est le nouveau mot pour négociation? Parce qu'une négociation c'est forcément du donnant-donnant. On peut considérer que quand on fait du donnant-donnant, on fait du chantage. Bon bref, après c'est un débat sémantique. La flexibilité est-elle bonne pour l'emploi ou est-elle destructrice pour les droits et la sécurité des salariés? Est-ce qu'on peut avoir la flexibilité et la sécurité dans une période telle que celle que nous vivons? Pas sûr. Je sais pas comment vous voyez l'histoire. Je vois que le sujet est complexe et qu'il faut se garder de tout manichéisme. Comme l'a très bien dit David, bon, on n'a pas d'exemple fabuleux qui montre que, dans un sens comme dans l'autre, on a trouvé la panacée. On a un pays qui s'appelle les États-Unis, qui est quand même assez, entre guillemets, exemplaire sur la flexibilité du travail, puisque vous prenez vos affaires, vous êtes débarqué en 5 minutes de l'entreprise. Ça n'a pas l'air d'être, je dirais, la patrie du plein emploi et de l'économie qui se porte très bien. Économie qui a eu un chômage structurel parmi les plus bas des pays développés au cours des 20 dernières années. Mais la nouveauté en ce moment, Patrick, si on tente de commencer à corréler, on trouve quand même plus d'éléments positifs pour le marché de l'emploi quand il y a un peu plus de flexibilité que le contraire. Mais je suis d'accord avec David, il n'y a pas d'éléments qui permettent de garantir, comme le disait Nicolas. Aujourd'hui, en tout cas, ils connaissent le chômage de longue durée, c'est sans doute une première, mais ils le connaissent, ils sont à presque 8% de chômeurs. Ça fait 12 millions de personnes officiellement et sans doute plus si on fait comme nous,
on inclut ceux qui sont exclus des statistiques. Tout à fait. Après, le deuxième point, évidemment, l'impact social sur la flexibilité et sur les personnes qui la subissent, je dirais, très, très concrètement. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, bon, effectivement, il y a en effet parfois un biais du côté des juges, mais on est peut-être ici au cœur d'un des dogmes de l'ultralibéralisme qui a l'air de considérer qu'un employeur et qu'un employé, c'est pareil, quoi. Ça peut négocier, ça sur les mêmes bases, ça a le même pouvoir l'un en face de l'autre, et que finalement, même s'il y a 3 millions de chômeurs, mais quand on est salarié, on est tout à fait à même d'aller négocier comme on le souhaite son temps de travail ou sa protection sociale. On voit très bien qu'évidemment, c'est pas le cas. Alors bon, d'un côté que les juges soient un peu plus favorables à la partie la plus faible dans le contrat, moi c'est pas quelque chose qui me choque. Puis quand il y a un problème, on a une entreprise qui éventuellement va être condamnée à payer un peu plus d'argent dans le licenciement. De l'autre, il y a des salariés qui perdent leur emploi peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, après, il ne faut pas aller non plus dans des choses délirantes, et en particulier sur les toutes petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'analyser je ne sais plus combien de milliers de pages des entreprises. Il ne faut pas considérer une boîte du CAC 40 comme une boîte qui a 2 salariés. Bon, après, voilà, il faut être raisonnable aussi dans l'application de ces choses-là. Oui. C'est David Tesmar. Et d'ailleurs, il y a la question de savoir si le marché de l'emploi est un marché comme les autres, où l'emploi doit avoir un prix, un juste prix, et qu'il n'aurait pas le juste prix, donc il y aurait du chômage, et il y aurait du chômage. C'est une logique qui est défendue par Jean-Marc Daniel. Voilà, s'il y a du chômage, c'est parce que le prix de l'emploi n'est pas le bon prix du marché. Oui. Bon, réagissez, David Tesmar. Non, mais je crois que le problème n'est pas monétaire. En un sens, on pourrait très bien imaginer un droit du travail qui fait que quand, par exemple, ça rapporte X à l'entreprise de se séparer d'un salarié, elle verse l'intégralité de ce que ça lui rapporte au salarié. On peut imaginer un droit du travail qui soit très très favorable aux salariés, mais qui néanmoins ne distorde pas les prises de décision des entreprises. Je crois que le problème c'est ça, c'est que quand l'entreprise gagne 100 à se séparer d'un salarié, elle doit lui verser 200 et en plus elle doit le réintégrer. Donc du coup c'est ça, c'est pas tellement le problème monétaire. Je crois qu'on est d'accord que évidemment les salariés sont en situation, supportent beaucoup plus de risques, que du coup les entreprises se doivent d'apporter de l'assurance parce qu'elles sont en mesure d'apporter de l'assurance à des salariés, et que d'ailleurs la question de savoir si c'est vraiment les entreprises ou pas plutôt l'assurance chômage qui doit apporter de l'assurance. Est-ce qu'il faut assurer plutôt les gens plutôt que les emplois en un sens? Enfin, c'est vrai que l'entreprise n'est pas forcément la mieux placée, mais en tout cas ça fait partie de son devoir et de son rôle. Mais c'est l'incertitude juridique, c'est la difficulté à savoir exactement comment ça va se passer. Si par hasard l'emploi qu'on est en train de créer venait à être détruit, qui pose problème. C'est ça le vrai problème. Mais Patrick Bertrand, après on passe. Je suis assez en phase avec David. Je crois que d'ailleurs ça a été très largement évoqué. Le fait d'avoir de la flexibilité, ça ne veut pas dire j'ai la flexibilité juridique et derrière je paye rien. Je pense qu'il doit y avoir une contrepartie. Les entreprises attendent non pas de dire non seulement je veux faire ce que je veux, mais je veux rien payer. Elles attendent de pouvoir le faire pour adapter le niveau de l'emploi ou l'organisation de son emploi au travers des contraintes qu'ils ont du marché. Et puis pour revenir sur ce qu'évoquait Nicolas sur la logique de prix, je crois que en France en tout cas en particulier, il y a quand même un élément structurel qui dépasse cette logique de marché, qui est la discordance entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Et donc nous avons fondamentalement un problème de système éducatif, pas de qualité du système éducatif, ce sont des poncifs que je ne partage pas, mais d'acceptation de la part du système éducatif que quand même, au bout du compte, il a une responsabilité de formation générale, mais il a aussi une responsabilité de former à un métier. Et je pense que tant que philosophiquement parlant, on considérera qu'un système éducatif n'est pas là pour former à un métier, eh bien, on aura effectivement ces sujets de discordance qui sont une des raisons d'un niveau de chômage structurel en France qui, historiquement, est parmi les plus élevés. On a 4 minutes 30 pour commencer à évoquer ce sujet de l'épargne longue. L'assurance vie connaît une collecte négative en 2012 de 3,4 milliards d'euros. Vous savez qu'en face, le livret A, le LDD, ont connu des records de collecte, surtout au dernier trimestre, quand il y a eu le relèvement des plafonds. On voit que les crédits immobiliers reculent, que les crédits consommation reculent, donc les épargnants visiblement évitent un peu de s'endetter, et ils jouent la sécurité avec l'épargne liquide. Ce sont des mouvements assez fondamentaux quand même, David Tesmar, dans les habitudes et la géographie de l'épargne française. Est-ce que on doit s'inquiéter du fait que l'épargne longue est peut-être aujourd'hui vampirisée en partie par l'épargne liquide court terme ?
Je crois que c'est pas évident de savoir à quoi sert l'épargne longue. Vous avez d'un côté les entreprises qui vont chercher de l'épargne longue en France ou ailleurs, et puis en face des ménages qui cherchent à placer leur épargne à long ou à court terme. Là, les ménages font leurs arbitrages. On est dans un contexte où les assurances et les banques se font la guerre quand même pour avoir des fonds, et en particulier les banques ont besoin de dépôts pour satisfaire les nouvelles normes prudentielles. Notamment les ratios de liquidité, alors voilà. que l'assurance vie sort des bilans de liquidité, voilà. n'est pas bilancielle. La liquidité de l'assurance vie n'est pas bilancielle, donc ça joue beaucoup. Donc il y a beaucoup de concurrence, là c'est ce qui se passe. Sur le côté de l'épargne longue, le consensus, donc j'avais rédigé un rapport avec Olivier Garnier il y a quelques années pour le Conseil d'analyse économique. Ce qui était apparu, c'était que l'épargne, en un sens, l'assurance vie n'apportait pas de l'épargne assez longue, en un sens. Hein, la maturité de l'assurance vie. Ça veut dire que 8 ans, ça n'est pas du long terme. Voilà, donc si on veut vraiment promouvoir l'épargne vraiment très longue, au sens où par exemple les ménages épargneraient pas assez à long terme, même pour leur propre bien, en un sens. Hein. C'est vrai que les gens ont des problèmes de se projeter à 30 ans, c'est pas très facile toujours. C'est vraiment l'épargne retraite qui est vraiment le dispositif à subventionner, s'il y en a un. Mais ça signifierait quoi? Ce serait de l'assurance vie, pas sur 8 ans, mais sur 15-20 ans, l'épargne retraite? Oui, ce serait de l'assurance vie sur 15-20 ans. Je crois même que les assureurs vie eux-mêmes étaient d'accord pour aller jusqu'à 12. 12, c'est probablement encore trop court, étant donné les niveaux de disons, de rentabilité, de profil risque-rendement au fur et à mesure du temps des actions, c'est plutôt 20-30 ans. On avait hier sur l'antenne, son prénom m'échappe, de Mieux Vivre Votre Argent, Filiatre, je ne sais plus quel est son prénom, mais ça va me revenir, qui nous décrivait ce qui serait selon lui le produit universel qu'il faudrait mettre en place. Et il parlait d'un produit qui serait individuel avec une contrainte de prélèvement mensuel de l'ordre du plan d'épargne logement de 45 € par mois, un dénouement à l'âge de la retraite ou en tout cas une durée minimale de 15 ans, avec la possibilité de sortir mais en étant fiscalisé, ou sinon à l'arrivée de sortir en capital en ne payant que les prélèvements sociaux, ou de sortir en rente, cette fois-ci défiscalisé, et avec un partage de l'investissement, 40% qui seraient des produits type contrat en euros, 40% qui seraient des actions et le reste qui serait de l'immobilier. Oui, c'est pas très loin d'être le PERCO, ce que vous décrivez. Donc c'est Jean-François Filiatre, voilà, Jean-François Filiatre. Déjà. Ensuite, la question, c'est pourquoi est-ce que ces dispositifs décollent pas? On a des encours qui sont encore très très faibles. Mais en tout cas, si on veut vraiment stimuler l'épargne longue, c'est par là qu'il faut regarder. Olivier Berruyer. Oui, on a l'impression, en fait, fondamentalement, je vais vous donner le fond de ma pensée, que le gouvernement, en relevant les plafonds du livret A, même si le taux est appelé à baisser, est en train de nationaliser d'une certaine manière l'épargne des Français pour en disposer à loisir, pour financer peut-être le logement social, mais qui ne manque pas d'argent, mais surtout, visiblement, pour financer les collectivités locales. C'est l'impression qu'on a depuis quelques semaines. On se demande si le rapport Berger-Lefebvre ne va pas justement ouvrir grand la porte à ce type de détournement de l'épargne française. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment un détournement, mais il y a quand même une vraie difficulté si on siphonne l'assurance vie pour le mettre sur des livrets A qui sont extrêmement liquides et qui bénéficient en plus d'exonérations fiscales et sociales dont on peut vraiment discuter la pertinence, enfin en tout cas à partir d'un certain seuil. Évidemment que les Français les plus pauvres qui mettent 5 000 € sur leur livret A, c'est bien normal qu'il y ait quand même des avantages. Maintenant, les familles aisées qui ont un livret A pour le couple et les 4 enfants, maintenant 20 000 €, ça commence à faire des exonérations pour l'ensemble du ménage qui sont donc quand même discutables. Oui, mais à côté de ça, vous avez l'assurance de capter beaucoup d'épargne et d'avoir finalement beaucoup d'épargne française sous la main de l'État, nationalisée entre guillemets et utilisable, quitte à en faire de la subvention, j'ai presque envie de dire. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il veut en faire? Moi, l'État en tant qu'investisseur, on peut être quand même prudent sur la façon dont on va utiliser cet argent-là. De toute façon, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés à l'utiliser, ces liquidités, le logement social. Le logement social manque de foncier, pas de liquidité. Mais on voit qu'il n'y a plus d'Exia, qu'il faut des liquidités, qu'il y a la création d'un nouvel établissement qui va être dirigé par Philippe Mins, l'ancien patron de l'AFT, l'agence France Trésor, et que se met en place petit à petit le nouveau dispositif de public equity destiné au financement des collectivités locales. D'où va venir l'argent? J'ai l'impression que ça va largement venir du LDD et du livret A. Bien sûr. Alors, on va marquer une pause. C'est moi qui ai monopolisé la parole sur cette question-là. Donc, la question de l'épargne longue est essentielle et de savoir quel est véritablement ce que prépare aujourd'hui le rapport de Karine Berger et de Dominique Lefebvre sur ce sujet est également important en fonction du biais politique qu'on aura choisi. Ce rapport peut faire sans doute beaucoup de bien au système, mais voire éventuellement beaucoup de dégâts. A tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Patrick Bertrand, le directeur général de Cégide, David Tesmar, professeur de finance à HEC, et Olivier Berruyer, qui est actuaire et auteur de Les faits sont têtus,
qui est aux éditions Les Arènes, qui vient de sortir. Il est également l'animateur du blog les-crise.fr et il dirige une nouvelle association qui s'appelle Diacrisis, qui cherche à informer le grand public sur les méfaits de la crise et la désinformation qui nous entoure. Bouh, la méchante désinformation, les méchants médias. On parlait d'abord les réactions d'auditeurs. Paul dit, attention, n'oubliez jamais que les chrétiens prient pour la France. De temps en temps, il faut le rappeler lorsque l'on décrit et analyse les actions politiques et économiques. Bon, ben voilà. Why not? Why not? Marc Priez plus là quand même. Priez plus. Oui. Il va falloir beaucoup prier. Oui. Ouais, Marc, dire que les employés sont la partie la plus faible de l'entreprise est un peu réducteur. Je travaille dans une PME, j'ai un poste très spécifique. Je peux vous dire simplement que mon patron a plus besoin de moi que moi de lui. Et Marc toujours dit merci Monsieur Dose, les experts sont une émission d'intérêt public. Et voilà, il a le plaisir de pouvoir l'écouter aujourd'hui en direct, ce qui n'est pas le cas habituellement. Il faut vous nationaliser. Alors. Subventionner, Alors, toi, voilà. Attention, c'est nationalisé. Jean-Luc, il va falloir m'expliquer comment je vais arriver à louer un appartement ou obtenir un crédit auprès de ma banque sans sécurité du travail. Déjà un CDI, c'est compliqué. Si en plus il est dégradé, je ne vois pas comment on va faire. Même histoire d'ailleurs pour la mobilité géographique, tant que le souci du logement n'est pas réglé en France, ça ne marchera pas. C'est vrai. Il n'a pas complètement tort. C'est une vraie contrainte. C'est un équilibre. C'est dans un monde où le CDI et le Graal, si vous voulez, c'est un peu logique que du coup les banques demandent un CDI, les propriétaires demandent un CDI, tout le monde demande un CDI évidemment. Et donc, il y a le phénomène de droit de mutation aussi, qui est très coûteux. Oui, mais attendez, sur le CDI, si on supprime le CDI ou si on fragilise le CDI, ça veut dire que plus personne n'obtient de prêt, plus personne n'obtient... Non, mais les banques s'adapteront. Elles auront une population qui n'aura pas de CDI, donc elles s'adapteront. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, il y a la notion de CDI ou pas CDI, mais il y a aussi la notion de nouveau CDI, c'est-à-dire je fais 500 km pour changer de job, j'ai déjà le sujet des droits de mutation, mais en plus, comme je rentre dans un nouveau job, la banque est en position de dire, mais vous êtes dans une situation, entre guillemets, précaire, et donc j'attends un petit peu. Donc il y a un ensemble de facteurs qui, effectivement, sont défavorables à la mobilité. Outre ce que j'ai dit quand même tout à l'heure, c'est que, fondamentalement, c'est assez compliqué à l'intérieur de l'entreprise de créer une véritable mobilité pour des raisons juridiques, soit de droit, soit jurisprudentielles. Olivier Berruyer. Ouais, moi, pour ma part, j'ai plutôt tendance à promouvoir la suppression du CDD, quitte à flexibiliser un peu les fins de CDI. On a un énorme problème sur les CDD qui explosent. C'est une grande majorité des créations d'emplois sont en CDD. Bon nombre de jeunes galèrent des années en CDD, et y compris des bac+5, et y compris des jeunes qui ont fait les plus brillantes études. Enfin, on est quand même dans un monde qui commence à marcher sur la tête et qui est en train de perdre vraiment en contact avec les jeunes. Si vous supprimez le CDD, vous supprimez le seul élément de souplesse qui aujourd'hui vous rendez plus souple la fin du CDI, mais dans ce cas-là, au moins, si vous voulez, quand le CDD arrive à terme, vous essayez de réemployer la personne qui était en CDD dans l'entreprise. Dans ce cas-là, Pierre Cahu, contrat de travail unique, un contrat unique avec des droits qui s'accumulent en fonction du temps. Enfin, peut-être, voilà. mais là-dessus, pas forcément bête. Ce que vous évoquez, je le comprends. Je pense qu'il faut être un tout petit peu plus nuancé, en ce sens qu'il y a des secteurs d'activité qui nécessitent un CDD ou un CDI flexibilisé. C'est dans la restauration, dans tous les emplois saisonniers. Donc, il faut être un tout petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que je pense, et d'ailleurs l'accord qui vient d'être passé le prend en compte, c'est un élément de flexibilité, de souplesse en fonction des différents secteurs. Après, le deuxième sujet, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, puisque on en parlait aussi, c'est que on voit bien que dans ce que vous exprimez, on parle beaucoup de l'entreprise. Sous-jacent, c'est l'entreprise. Or, ça existe beaucoup plus dans le secteur public. Chez l'État employeur, 1/5 des personnels qui travaillent dans les collectivités territoriales sont des CDD. 17% dans l'environnement hospitalier. Des CDD renouvelables de 3 ans, renouvelables ad vitam aeternam. Oui, mais c'est pour éviter le statut d'emploi à vie qui, alors là, c'est même plus le CDI protégé. C'était juste pour nuancer. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de faire porter à l'entreprise. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont employeurs. Le record de France du CDD multiplié, c'est le secteur public. Et qui se trouve en l'occurrence est effectivement le mauvais élève, si on considère que mettre en place un dispositif de CDD, c'est un mauvais élève, ce que je ne considère pas fondamentalement, sous réserve de ce que vous avez indiqué, je le partage. Il faut pouvoir nuancer les choses. Dans des entreprises, j'allais dire normales, les taux de CDD sont de 2-3%. C'est des entreprises qui n'ont pas des schémas de saisonnalité de leur activité. Donc, voilà. Il faut bien pouvoir remplacer quelqu'un qui est malade quand même, Olivier Berruyer, ou quelqu'un qui part en congé maternité, par exemple. D'accord, enfin, il n'y a pas que des remplacements en particulier. Je suis bien d'accord on pourrait aller plus loin, CDD et stagiaires.
Je veux dire, le surexcès, c'est un très bon système, le stagiaire, pour commencer à se frotter à la vie professionnelle, mais c'est un système qui doit être encadré. Bon, encadré ou contrôlé, d'ailleurs. Il est clair, en tout cas, aujourd'hui, que l'un des univers où il y a le plus de CDD et de CDD un peu abusifs ou border, c'est vrai que c'est dans la fonction publique, parce que l'emploi à vie, c'est même pas du CDI surprotégé, c'est de l'emploi à vie. Et donc, collectivité territoriale, hospitalier et administration centrale, en phénomène décroissant. Fred nous écrit, le code du travail a fait plus de 2000 pages, de la faute à qui? Je pense qu'on a répondu tout à l'heure, notamment en évoquant le rôle que pouvait jouer la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui a été un énorme... Oui, sauf qu'on peut rajouter le code du travail et le stock de décisions jurisprudentielles de la Chambre sociale de la Cour de casse. C'est-à-dire que absolument. les bouquins, il faut le bouquin plus tout le reste. Bon, Mathias écrit, vous allez me dire si vous êtes d'accord, un chômage en constante augmentation, une économie très mal en point, des acquis sociaux en grand danger. Qui serait assez fou pour bloquer son épargne sur 5, 7 ou 8 ans et la mettre en danger dans des investissements hypothétiques? David, ça vous... Enfin, oui, non, là, le point est là. Enfin, c'est que la course à l'épargne courte traduit effectivement ça. Ceci dit, on peut épargner dans des projets de long terme en ayant soi-même un horizon de court terme. Quand on achète une action d'une entreprise, quand on achète une action Cégide, par exemple, on la détient pendant... C'est bien, c'est un très bon exemple. Merci. Ou merci, Renault. David. On la détient, on peut la détenir pendant 3 semaines et néanmoins, ça correspond à un investissement de long terme pour l'entreprise de son côté. Donc on peut très bien, si vous voulez, la logique de la bourse, ou la logique d'ailleurs des banques, c'est bien de transformer l'épargne potentiellement de court terme en investissement à long terme. Ça existe, c'est la transformation de maturité, c'est effectué dans l'économie par tout un tas d'acteurs. Et donc du coup, c'est pour ça que ces dispositifs d'épargne longue, ils ne sont à encourager que dans la mesure où on pense que c'est utile pour les ménages, pas dans la mesure où c'est utile pour les entreprises. Parce que pour que ce soit utile pour les entreprises, à nouveau, la transformation de maturité est effectuée par des intermédiaires financiers dont c'est le métier. Sur ce sujet, d'ailleurs, 2-3 éléments, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de transfert, parce que effectivement, la décollecte sur l'assurance vie, c'est de l'ordre de moins 3 milliards, mais de mémoire, le seul livret A, parce qu'il faudrait rajouter le LDD, c'est plus 28 ou 29 milliards. Un truc comme ça, c'est ça. Donc 44% au dernier trimestre. Donc c'est pas décollecte assurance vie qui est venu sur le livret A, le livret LDD. Après, il y a le deuxième sujet, vous l'évoquiez, David. Après, il faut une certaine prudence sur le plan technique dans la transformation. Mais au fond, ce serait intéressant, je n'ai pas les informations, quelle est la maturité du stock de placement fait sur les livrets A. C'est-à-dire, en gros, quelle est la variation des entrées-sorties. Il me semble que cette maturité, elle est assez bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, techniquement, c'est du court terme, mais dans la réalité des choses, c'est quand même une épargne longue. Oui, parce qu'on sait bien ce qui se passe. Voilà, il y a sans doute matière à travailler sur cette cagnotte, cette nouvelle cagnotte, puisque c'est de l'ordre de 343 milliards, dont 250 milliards pour le livret A. Absolument. LDD livret A, on est à plus de 300 milliards largement. Vous l'évoquiez, David et Olivier, le sujet de la gouvernance est terrible. Et c'est une crainte absolument extraordinaire, parce que c'est fabuleux, justement, que les Français continuent à montrer cette formidable capacité d'épargne, qui est là une exception française, si on compare les autres pays. Quelle va être la gouvernance autour de cette cagnotte? Et là, il y a de vrais points d'interrogation, puisqu'on peut, d'une certaine façon, sans encore une fois partir de présupposés, considérer qu'il est extrêmement dangereux de mettre à la disposition du secteur public au sens large cette cagnotte. Il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit objectivée, il faut que les orientations données aux investissements soient précisées et que donc les épargnants soient dans un environnement. C'est tout le job de Nicolas Dufour. Ceci étant dit, pardon, excusez-moi Nicolas, ceci étant dit, ce qui s'est passé sur l'assurance vie, il n'y a pas eu de grosse catastrophe, mais enfin en termes de gouvernance, c'était aussi une gouvernance de nature privée. Il y a eu énormément d'investissements dans des obligations d'État qui étaient des obligations pourries. Donc on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Mais le sujet de la gouvernance sur l'épargne et surtout sur ce type d'épargne est un point important. En même temps, on a vécu pendant des années selon le dogme absolu et admis par tous que l'obligation publique était un actif inaliénable. Et bon, on a vu que c'était pas vrai. On a vu que c'était pas vrai, mais je vous aurais posé la question il y a encore 3-4 ans, vous m'auriez dit mais bien sûr, a priori il n'y a pas de problème, et on était tous comme ça, sauf quelques-uns. Mais il y avait déjà des différences de taux qui existaient sur ce type de support. Sauf que la problématique, c'est que vous avez toujours une réglementation qui garde ces logiques-là.
là, que ce soit au niveau bancaire avec les normes de Bâle et pour les assureurs avec Solvabilité 2, qui sont des normes qui datent de, en effet, 5, 6, 7 ans. Enfin, en tout cas, dans le début de création de ces normes, date de cette période-là et qui sont restées sur ces logiques assez folles de décourager l'investissement long dans des entreprises, dans l'économie réelle, pour dire qu'en effet, il était très, très souhaitable d'aller investir sur des obligations espagnoles, voire grecques. Donc, on ne vous oblige pas à acheter du grec ou de l'espagnol. Après, c'est un choix. Non, mais ceci étant, vous oblige à acheter des obligations. Oui, on sait que. Oui, mais aujourd'hui, vous avez la moitié de la dette domestique française qui est détenue par des contrats en euros d'assurance vie en France. Alors, enfin, on marche sur la tête. Donc, on est dans un système où on subventionne l'épargne à 8 ans, ou enfin, généralement, ça peut être décaissé avant d'ailleurs. Donc, enfin, on subventionne l'État subventionne l'épargne à 8 ans, qui elle-même est réinvestie en dette d'État. Donc, en gros, l'État subventionne la détention de sa propre dette auprès des ménages. Donc, voilà, ça, c'est des dépenses fiscales qui sont pas forcément. Mais je pense que la cohérence de l'ensemble n'est pas forcément évidente à trouver. J'aimerais rebondir aussi sur un petit point sur lequel je ne suis pas tout à fait en phase avec David, sur l'aspect bourse, parce qu'on parle beaucoup de l'épargne longue, en effet c'est important, mais peut-être une question sur comment je décourage l'épargne très courte. On parlait de la bourse tout à l'heure. Quelqu'un qui achète une action en 3 semaines, moi j'appelle plus ça du capitalisme. Enfin, à la base du capitalisme, ce dont a besoin une entreprise, c'est d'un actionnaire qui croit à l'entreprise, qui décide. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose de très beau dans l'esprit du capitalisme, de prendre un risque avec mon épargne, d'aller aider un entrepreneur, et puis en espérant gagner au fil du temps, et d'avoir une rentabilité intéressante là-dessus. La problématique, c'est que depuis les années 80, on est passé dans un monde de plus en plus financiarisé et d'hyper-spéculation. Quand on garde une action de 3 semaines, on n'aide pas une entreprise. Alors, l'entreprise, vous l'aidez le jour où vous achetez... Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'entreprise, elle veut avoir des actionnaires de référence, à supposer que Patrick Bertrand cherche des actionnaires de référence à qui parler sur le long terme pour expliquer sa stratégie, il aime beaucoup Cégide. Non, mais je comprends qu'une entreprise puisse avoir envie d'avoir des actionnaires de long terme. Ceci dit, il arrive dans le développement d'une entreprise que l'entreprise cherche à avoir plus de capital. Et si elle a plus de capital, là, elle trouve plus d'actionnaires de long terme et il faut qu'elle aille chercher d'autres actionnaires. Et c'est précisément la logique de la société par action. C'est qu'à partir d'un certain moment, vous commencez à essayer d'aller taper dans une épargne qui est de l'épargne de court terme. Ce sont des gens qui ne veulent pas. Mais David, rassurez-moi, le financement de l'entreprise, c'est le jour où elle émet l'action. Ah oui. Une fois que l'action a été mise, si elle change de main toutes les 3 minutes ou tous les 8 ans, elle s'en fout, l'argent, elle l'a eu le jour de l'émission. Là, on est bien d'accord. Donc promouvoir, dire que c'est du court terme qui finance les entreprises, en tout cas, pour moi, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée et c'est pas la lettre du capitalisme. Un des principes d'une entreprise par action dont vous parlez, c'est à la base, il faut qu'il y ait un affectio societatis. C'est un élément fondamental. Une jurisprudence très claire. Quand il n'y a plus d'affectio societatis, donc de volonté des associés de faire tourner l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. La Cour de cassation est très, très précise là-dessus. Mais si l'entreprise est parvenue à émettre son action pour 100 € et à récupérer les 100 € pour les investir à 30 ans, c'est très bien. Après, ce que l'actionnaire en fait après, s'il la revend dans la minute qui suit ou dans l'année qui suit ou dans les 30 ans qui suit, à la limite, c'est pas vraiment un problème en soi. Alors ça dépend, parce que l'actionnaire, il vote. Et l'actionnaire, et si tout d'un coup, chez Cégide, vous avez 90% de votre actionnariat qui va rester en moyenne 1 mois, je crains que vous n'ayez pas tout à fait la même gestion d'entreprise que si vous avez 90% des actionnaires qui restent 10 ans. Bien évidemment, ça c'est un point fondamental. En tout cas, ça sera plus dur si vous imposez ces contraintes à vos investisseurs, ce sera plus dur de lever de l'argent. On lève des argents comme ça. Écoutez David, moi quand je suis né, on a à peu près le même âge je crois, moi quand je suis né, les actions elles étaient cotées 1 fois par jour à la bourse. Quand j'ai eu 10 ans, elles étaient toujours cotées 1 fois par jour à la bourse. Maintenant, elles sont cotées à la microseconde. Au millionième de seconde. Et il y a plus de chômage. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est à cause de ça qu'il y a 12% de chômage en France. Non, je comprends assez mal l'argument. Terminez rapidement, Olivier. La question, c'est qu'on parle beaucoup des actionnaires, de l'intérêt de l'actionnaire, de la vision des actionnaires. Pour moi, on manque quelque chose d'important dans l'analyse, qui est de dire qu'il y a des actionnaires très court terme et des actionnaires très long terme, et qu'ils n'ont pas la même vision, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on n'étudie pas. On n'a généralement pas de chiffres dans les entreprises sur cette composition de l'actionnariat par le temps. Dans les CAC 40, vous chercherez avec des actions au porteur, c'est guère possible. Et en tout cas, il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. Et derrière, on ne récompense pas l'actionnaire long. Pourquoi on ne propose pas, c'est un truc que j'avance, un dividende double pour un actionnaire de plus de 3 ans ou 5 ans? On peut en discuter. Juste Patrick Bertrand, je réagis rapidement. Un truc. C'est illégal, David. Non, David, le font pas, c'est illégal. Ça vous est égal, la volatilité sur votre titre, par exemple, si les gens rentrent et sortent constamment? Mais pas du tout. Je suis complètement en phase avec Olivier. Il est évident
que la réalité d'une entreprise, c'est une réalité profonde en termes de stratégie en dimension de temps, et donc il faut avoir des actionnaires long terme qui accompagnent ce dispositif. Et qui y croient. La seule chose par rapport à ce qu'évoquait Olivier, la seule nuance, mais je suis assez en phase avec Olivier, la seule chose, c'est qu'il faut introduire quand même une logique de liquidité, c'est-à-dire que si un actionnaire a le sentiment qu'il est dépendant d'un autre actionnaire, notamment principal, pour venir financer une partie de son développement, ça crée une difficulté. Donc il faut qu'on arrive à trouver ce dispositif, mais pour moi, très clairement, le trading haute fréquence n'a jamais créé de valeur et ne sert à rien aux entreprises. Et là, on revient au sujet largement mais le trading développé. haute fréquence n'a jamais non plus provoqué de crise systémique. Oui, non, mais on est d'accord. Bon. Mais là, on revient aussi au sujet, on parlait de dividendes sur les actionnaires à plus long terme, etc., sur le sujet de la fiscalisation. Le débat sur les pigeons est venu de là. C'est-à-dire, les affreux investisseurs qui font des plus-values court terme, etc. Faisons là encore, au lieu de partir sur des règles générales, trouvons un dispositif qui favorise l'investissement long terme. Il y a eu, Dieu merci, un petit peu d'amélioration, mais on est encore loin du compte pour les investisseurs, notamment les investisseurs en capital risque, et puis qui taxe plus la plus-value très court terme. C'est assez basique. On ne comprend pas, moi je ne comprends pas. C'est l'une des grandes idées de Jean-Luc Beffat dans son dernier ouvrage. Ne conduisent pas une politique fiscale, parce que au fond c'est compliqué de mettre en place une politique fiscale. Et il y a quelques principes de base évidents que n'importe qui peut comprendre, et on a le sentiment que c'est pas compris, donc on passe tout le monde à la toise. Bien sûr, moi je vous rappelle un article. Après on passe, j'ai encore une question, enfin j'en ai plein, mais un article de Warren Buffett de 1986, où il proposait une taxation à 100% des profits financiers réalisés sur une année. Moi j'ai tendance à dire en une semaine ce sera déjà bien, mais cette idée de dire remettons du long terme dans la fiscalité, en effet on taxons très très fort, et pour moi 100% pendant quelques jours. 100% peut-être pas, mais jusqu'à 0% au bout de 10-15 ans pour être dans des logiques d'épargne longue, c'est quelque chose qu'on pourrait débattre et mettre sur la table. Je suis assez en phase avec Olivier en tant que dirigeant. On verra ce qu'il y aura dans le rapport Lefebvre-Berger, puisque c'est quand même, ça fait partie des questions que ce rapport est amené à traiter. Sauf si ce rapport, effectivement, maintenant a été biaisé pour nourrir l'argumentaire qu'il faut de l'épargne liquide réglementée, défiscalisée, sécurisée par l'État et à disposition de la main publique et du Trésor. Récompenser la fidélité de l'actionnaire. Il y a un truc qui me rassure, c'est que Nicolas Dufourcq à la BPI et Philippe Mills, qui prend la tête de cette institution pour financer les collectivités locales, sont quand même pas des perdreaux de l'année. Et je me dis que bon... Non, ils ont une très bonne expérience de l'entreprise en plus, donc ce sont de très belles nominations. Michel Olivier Albert, Burrier, ancien commissaire au plan en 91, avait fait un livre qui avait fait beaucoup parler à l'époque, puisqu'il avait créé c'était Capitalisme contre capitalisme, où il analysait le capitalisme qu'il appelait rénant et le capitalisme anglo-saxon, qui, pour faire simple, le rénant, donc l'allemand, était plutôt orienté sur le long terme, et le capitalisme anglo-saxon qu'on connaît bien sur le court terme. Quand les deux ont été mis en compétition, évidemment c'est plutôt l'anglo-saxon qui l'a emporté, puisque évidemment à court terme, le capitalisme court terme est plus efficace. Malheureusement, il conduit à la faillite au bout de 20 à 30 ans. Donc petit à petit, moi j'ai tendance à penser qu'on va s'orienter vers un capitalisme beaucoup plus rénant, mais la difficulté c'est qu'on veut de l'épargne longue, on veut des visions longues, parce qu'on commence à comprendre que c'est le cœur de nos difficultés, mais on ne veut pas remettre en cause un certain nombre, je dirais, de points idéologiques des années 80 qui conduisent forcément à un capitalisme de court terme. Ça nous amène aussi à savoir s'il faut ou pas réduire d'urgence la dépense publique, puisque si on cherche à drainer l'épargne liquide, c'est aussi parce qu'on a du mal à attaquer la dépense publique. Bien sûr. Bon, il nous reste 3 minutes. J'aimerais vous faire réagir, David Tesma, là-dessus. Moi, c'est l'une des informations qui m'a le plus ému cette semaine, si on peut être ému par une information. Alors évidemment, c'est pas très grand public comme sujet, mais c'est quand la Banque du Japon nous dit: je suis plus sur 1% d'inflation, mais 2% d'inflation. En 2014, je me lance dans du quantitative easing sans limite. Je pourrais aller jusqu'à 110 milliards par mois d'euros d'achat d'actifs. Je laisse mes taux à zéro, bien sûr, parce que si les taux remontaient, ce serait dramatique. Enfin, j'ai l'impression que là, on a épuisé toutes les solutions démocratiques pour faire passer le deleveraging auprès de l'opinion, qu'on est en train de se dire, bon ben voilà, on va laisser l'inflation faire le job, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et puis on va tranquillement truquer notre monnaie, parce que de toute façon, les gagnants sont ceux qui truquent le mieux leur monnaie. Je vous le dis franchement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, voilà comment j'ai lu le truc. Il y a le trucage de la monnaie, enfin, il y a tout le débat sur la guerre des monnaies qui est un débat en lui-même, mais indépendamment, là, la question que vous posez, c'est sur le quantitative easing. Ce qu'on voit, c'est que le quantitative easing, ça marche pour réduire le coût de la dette. Donc quand vous créez beaucoup de monnaie, les gens savent plus où investir, donc ils sont prêts à acheter même de la dette portugaise qui paye 5%, parce que 5% c'est mieux que rien en un sens. Et c'est ce qui arrive actuellement. On voit que le Portugal est retourné sur les marchés, que l'appétit des investisseurs pour la dette périphérique en zone euro est forte, parce que la Banque Centrale Européenne a fait
un quantitative easing énorme. Donc ça va marcher. Après, qu'est-ce que ça nous dit sur le long terme? Ça nous dit qu'on est à des niveaux de dette, d'endettement privé et public, hein, c'est un ensemble, hein, très très élevé en zone euro. Au Japon, c'est encore plus élevé évidemment. Donc on a le groupe on est à 240% de dette publique par rapport au PIB. Et c'est pas possible de rembourser. Historiquement, on sait que quand les niveaux d'endettement sont aussi élevés, en gros, se suivent. On a des années et des années de croissance molle. Guillaume Dard rappelait, dans les années 30, le Premier ministre japonais sera assassiné et s'en suivra une dictature. Donc, l'alternative, c'est la restructuration de dette, donc soit explicite, soit implicite via l'inflation. J'ai l'impression, l'inflation sous Weimar, ça aussi. J'ai l'impression que les choses, les vérités se mettent en place petit à petit, que ce genre d'actions sont des opérations vérités sur ce qui nous attend. Il y a un consensus chez les banquiers centraux qui est que pour réduire la valeur de la dette, c'est plus efficace de faire de l'inflation, c'est moins embêtant que de renégocier la valeur, de renégocier explicitement. Il y a quand même une petite particularité. Parce que je voudrais qu'Olivier puisse en dire également. Effectivement, un taux de dette par rapport au PIB qui est considérable, mais très largement financé par les Japonais. On est d'accord. Donc il y a un contexte qui reste surtout qu'il n'est pas sur les marchés. Ce qui va être Olivier Burillon, on a 30 Exactement, c'est lorsqu'ils auront besoin de venir sur les marchés. On a 30 secondes. C'est quand l'inflation va commencer à redémarrer, on va voir ce que vont faire les investisseurs et les marchés, puisque c'est brutalement, je sais pas, l'inflation en France passée à 4 ou 5%, il sera intéressant de voir à combien les taux vont monter. Et évidemment, si les taux montent, vous avez rapidement un game over sur le financement et le roulement de votre dette. L'inflation, ça marche pas tellement si votre dette n'est pas à très long terme, parce que les nouveaux investisseurs, évidemment, comprennent qu'il faut demander des taux plus élevés. Bien sûr. Enfin bon, opération vérité quand même là, Olivier, avec ce qui se passe au Japon. C'est dans les grandes largeurs ce qui se dessine en Grande-Bretagne, aux États-Unis. La dette n'est pas remboursable, donc soit vous la remboursez pas facilement, soit vous la remboursez par hyperinflation, mais dans l'un comme dans l'autre, vous avez restructuré et ruiné vos. Le mot de la fin. Non, pas le mot de la fin, mais l'émotion aussi peut venir du sujet de gouvernance, parce que ça montre quoi? Ça montre qu'une banque centrale se met aux ordres du politique. Que l'indépendance des banques centrales. C'est un sujet de fond. Qui pose de vraies questions. La question, c'est qu'est-ce que ça donne aussi dans la population et sur l'économie, un fort taux d'inflation pendant longtemps. Et puis c'est terrible, y compris notamment pour les épargnants et les populations les plus âgées. Après, la question est de savoir si l'euro est le dindon de la farce de cette opération, puisque notre BCE ne va quand même pas jusqu'à... Bon, on fera une autre émission, c'est ça. On se retrouve lundi. C'était Patrick Bertrand, David Tesmar, Olivier Berruyer. À lundi.